Dans le meilleur des mondes, j'aimerais que tout le monde vive en sécurité, puisse sortir quand ils veulent, savoir qu'ils vont pas se faire agresser. Ça me donne, on va dire, un sens à ma vie. On rentre pas comme ça dans un quartier. Clairement, c'est une question de territoire. On arrive sur place, on voit que c'est assez tendu. Vous contrôlez des personnes qui en ont ras-le-bol de se faire contrôler. Au bout d'un moment, ça va faire un clash. Les 4 policiers qui nient totalement le viol en réunion sont toujours entendus par la police des polices. La mission première de la police, l'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance. Si on devait se conformer seulement au code pénal, on ferait beaucoup moins d'affaires. On va pas faire appel à la brigade anticriminalité ou à la police pour célébrer un mariage. Les bons moments, les bons côtés des gens, on les partage pas en fait. Le casseur, le black bloc qui me jette un cocktail Molotov, je sais ce qu'il veut. Il veut tuer un flic. 2 000 € par mois pour se faire brûler la gueule, je laisse ça à quelqu'un d'autre. La haine, c'est tout. Parfois on a envie de se faire justice soi-même, tout simplement. Il a suffi qu'il me saisisse le bras et que je comprenne que j'allais péter les plombs. C'est ma rage qui s'est exprimée, c'est pas 2-3 coups qu'il a pris, il a pris le maximum. Personnellement, je me suis dit, là ça va être le clap de fin. Là. Les cris, les douleurs, les cadavres, ça vous change une vie. Là, j'ai plus d'autre choix. Si je réagis pas, j'y passe. La violence. Très peu de policiers acceptent de la raconter. Agressions, embuscades, attaques terroristes, dérapages et bavures. Elle fait pourtant plus que jamais partie de leur quotidien. Comment les policiers gèrent-ils cette violence? Celle qu'ils côtoient dans l'exercice de leur métier, celle qu'ils subissent, celle qu'ils ont en eux, comme tout être humain et qui parfois déborde. Cinq d'entre eux ont accepté de se confier, de laisser parler l'homme sous l'uniforme. Des témoignages rares, sans autocensure, avec leurs mots, leur jargon parfois. Certains le font à visage découvert, beaucoup ont préféré être anonymes. Parce qu'ainsi, ils osent se lâcher. Parce qu'ils s'expriment souvent sans l'accord de leur hiérarchie, mais aussi parce qu'ils se sentent aujourd'hui des cibles. Cibles des délinquants, des casseurs, des terroristes. Ces hommes de terrain seront désignés par des pseudonymes. Lima, Sierra, Alpha, Roméo et Oscar. Des surnoms inspirés de l'alphabet radio utilisé par la police. Roméo est un flic de terrain depuis 10 ans. Il fait partie d'une brigade anticriminalité, une BAC. Avec son unité, il traque la délinquance, en sillonnant les zones difficiles de banlieue parisienne. Les affrontements avec les jeunes de ces quartiers font partie de son quotidien. J'étais en patrouille, en plein cœur d'une cité, et j'aperçois 2 mecs gantés, cagoulés, casqués, en noir, sur un scooter de gros cylindrée noir. Je me dis, ça peut être intéressant de travailler dessus, parce qu'on peut avoir d'ici une demi-heure un flash radio qui nous explique qu'il a été commis un braquage sur telle ou telle commune. Un code 824 pour l'autoroute au kilomètre 23. Je décide de suivre ce scooter et qui, en finale, bombarde en plein cœur d'un quartier en brûlant tous les feux tricolores et s'engage sur un axe routier assez important. C'est vendredi soir, 19h, la plupart des Franciliens et des Parisiens rentrent chez eux ou quittent Paris. Donc c'est beaucoup de monde sur la route. Le scooter décide de faire demi-tour. On a pris la décision de faire demi-tour sur l'autoroute et de suivre le scooter. Il y avait des voitures qui arrivaient à vive allure en face. On a pris des risques inconsidérés, lui comme nous.
On est reparti dans le quartier, le mec essaye de nous semer, et ça s'est fini, il lâche le scooter dans une cité, et je pars à la courette derrière. Donc évidemment, là, ce qu'on appelle chez nous l'effet tunnel, c'est-à-dire qu'on se focalise que sur le mec à interpeller. Quand il y a tout ce stress, de l'intervention, du contresens, de l'énervement, et que je dois rattraper le type, il y a forcément beaucoup d'adrénaline. Et quand le type se cache dans un endroit et puis au final se retourne pour pouvoir me mettre un premier coup de poing, bah c'est lui ou moi quoi. C'est une bagarre. C'est une bagarre et puis qui dit bagarre dit forcément rien de propre quoi. J'ai pris beaucoup de risques ce jour-là, donc entre guillemets il va falloir qu'il le paye quoi. C'est ma rage qui s'est exprimée, c'est pas 2-3 coups qu'il a pris. Il a pris le maximum, quoi. Puis c'est quelqu'un qui est venu me séparer. Le jeune homme que Roméo avait déjà interpellé s'en sort avec un nez cassé, le visage brûlé par le gaz lacrymogène et des ecchymoses. En tout, 21 jours d'interruption de temps de travail. Il porte plainte pour coups et blessures. Roméo n'est pas poursuivi. Il reçoit une lettre d'avertissement du procureur de la République. Ce jour-là, ça a dérapé. C'était peut-être la fois de trop. En fait, j'avais perdu mon père quelques semaines avant. Et donc, c'est beaucoup d'émotions qui étaient refoulées en moi, en fait. Beaucoup de colère. Et peut-être, je pense que sur l'instant, ça a été un défouloir, le fait d'avoir attrapé le mec. Ça a été... disons qu'il était peut-être pas là au bon endroit et au bon moment, quoi. Il est peut-être pas tombé sur le policier le plus zen, quoi. Rien ne se justifie avec le recul. Il n'y a pas de graduation dans la bêtise. Il n'y a pas de petite bêtise, il y a une bêtise. Alors, est-ce que je le regrette? Oui. Est-ce que sur l'instant T, j'aurais pu faire différemment? J'ai pas la réponse. J'ai toujours voulu devenir policier. En primaire, en maternelle, j'avais une petite étoile que j'avais achetée là, à Festifette et puis un petit pistolet dans la poche et je faisais des ronds dans la cour de récréation. Voilà. Je surveillais s'il n'y avait pas de bagarre. J'allais voir la personne qui pleurait, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé et de régler les problèmes. Voilà. Roméo a grandi en Bretagne. Il y revient régulièrement pour se ressourcer. Ces derniers temps, on a subi une grosse pression et une augmentation de la violence. Et dans cet endroit, il n'y en a pas. J'avais dans l'idée de changer les mentalités. Bon, c'était un rêve de gamin. Mais au quotidien, c'est vraiment la misère quoi, du monde que je traite, en fait. Tout simplement, on est toujours sur la lie de la société. On va pas faire appel à la brigade de criminalité ou à la police pour célébrer un mariage ou quoi que ce soit. Les bons moments, les bons côtés des gens, on les partage pas, en fait. Le problème, il est là, c'est qu'on voit le mauvais côté des choses. Donc à force, ça use. Quand je suis rentré, je voulais sauver le monde. Et au final, je me rends compte que je suis un simple éboueur qui ramasse les déchets dans la rue, quoi. À 25 ans, Sierra est gardien de la paix. Lui aussi, en banlieue parisienne, dans une brigade de police secours. C'est la police de l'ordinaire, appelée pour les différents familiaux, les accidents de la route, les tapages. La banlieue, c'est là où on voit qu'il y a une petite et moyenne délinquance qui
sont nuisibles à la vie de tous les jours, au quotidien des gens. On rentre pas comme ça dans un quartier. Clairement, c'est une question de territoire. On est chez eux. Ils le disent bien. Si on l'a pas compris, ça va faire vraiment bizarre de rentrer dans une cité. Parce que là, c'est un choc. Donc à partir du moment où on est là, on est l'ennemi. Donc ça se répercute comment? C'est des insultes, c'est des jets de projectiles. Je me rappelle une fois, je conduis, on me demande de passer parce qu'il y a un rodéo dans une jupe. Je passe. D'un coup, tout se passe bien. On faisait juste une physionomie, on part. Et là, pare-brise arrière. Sierra et ses collègues reçoivent l'ordre de ne pas répondre à ce jet de pierre. Sa hiérarchie veut éviter l'émeute. Une décision que le jeune policier ne comprend pas. J'ai envie de retourner, forcément. Voilà, moi, je m'en fous de faire la guerre. Hein. Moi, je m'en fous complètement. Il faut rentrer dans l'art, il faut y aller. Pour leur faire comprendre que il faut qu'ils craignent un petit peu, à minima, la police quand ils font des conneries. Ouais, ben, il va falloir le faire. Ils veulent pas se laisser interpeller, ben, on interpelle. S'il faut mettre des gifles, il faut mettre des gifles. Voilà. Mais bon, on est en France, et c'est très mal vu. Très très mal vu de mettre des gifles. Le jeune flic a découvert les cités d'Île-de-France il y a un peu plus d'1 an. Il a grandi très loin de là, dans le sud. Mais pour la police, il a accepté de quitter son petit village du Gard et ses amis, au nom d'un idéal. Dans le meilleur des mondes, j'aimerais que tout le monde vive en sécurité, puisse sortir quand ils veulent, savoir qu'ils vont pas se faire agresser, pouvoir savoir que je suis utile à quelqu'un. Ça me donne, on va dire, un sens à ma vie. Comme lui, 80% des nouveaux gardiens de la paix sont mutés en Île-de-France, dans les zones les plus tendues. C'est ici qu'il découvre le métier après 10 mois d'école de police. Souvent, certains sortis d'école sont un peu livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas l'encadrement suffisant pour les, entre parenthèses, les driver et les former, quoi. Donc malheureusement, certains se forment eux-mêmes. Oscar est brigadier-chef en BAC départemental. Une super BAC composée de policiers plus expérimentés. Avec ses 18 ans de métier, il a pris du recul et assume un discours parfois critique envers ses collègues et l'institution. J'ai déjà eu un stagiaire dans mon véhicule. La première chose qu'il me dit, c'est bon, alors ce soir, on va où? On va dans quelle cité? Alors, on est un peu surpris parce que je lui dis mais ça marche pas comme ça. Pourquoi tu dis oui, mais là vous êtes là pour on va rétablir l'ordre, on va dans les cités. Oui, on ira rétablir l'ordre si c'est nécessaire. On ira dans tel ou tel endroit si c'est nécessaire, mais on ne va pas aller mettre de l'huile sur le feu alors qu'il n'y a pas besoin. J'ai eu la chance de commencer en province et d'être encadré par des anciens qui, hop là, doucement, essayent qui nous freinaient. Même si on a plein d'envie, on a plein de choses à faire, pas forcément foncer tête baissée. La BAC départementale intervient en soutien des policiers locaux, souvent des jeunes, quand ils ont besoin de renforts. On arrive dans un secteur, il y a eu des débordements, on nous annonce, oui, individu qui court. Oui, mais il a fait quoi à la base? Il court, c'est bien, mais nous on va interpeller un mec, il court, ouais, et il court. Le problème, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on peut pas interpeller ou priver de liberté telle ou telle personne si on n'a pas un motif réel de l'interpeller. J'ai conscience d'être un chien fou. J'essaie de me contenir, mais je suis content qu'il soit là quand même. Les anciens. Ouais. Des fois, je partirais en courant pour rien. Alors que des fois, ils me disent non, mais ça sert à rien. Si en début de carrière, j'ai pas la motivation, je l'aurai jamais. Voilà. Là, je suis dans l'âge où, forcément, j'ai de l'énergie, je suis jeune, j'ai envie de manger, j'ai envie de travailler. Moi, quand je vois ça un peu de mon œil un peu extérieur et avec mes années de service, c'est deux clans qui s'affrontent et qui s'opposent pour des fois juste un regard, le fait de passer, qu'est-ce qu'ils viennent faire sur mon territoire. Des jeunes dans un véhicule, là les jeunes policiers vont dire oui mais on va les contrôler, ils ont l'air bizarre. Alors des fois à la base c'est juste 4 jeunes ou 5 jeunes dans un véhicule qui font que passer. Dans cette lutte de territoire, beaucoup de policiers comme Sierra et Roméo ont le sentiment d'avoir toujours affaire aux mêmes jeunes, de travailler en vain. Ils dénoncent une justice trop laxiste. Des fois, j'interpelle des gens, ils ont 18,
20, 25 ans. Ils ont 10, 20, 30, 40 faits déjà à leur actif. 40 faits où ils se sont fait interpeller déjà. Et ces mecs, ils sont encore dehors. Et en fait, c'est là que je me dis qu'il y a... Je sais pas, il y a une couille quelque part. Les mecs n'ont pas le sentiment d'être punis. La plupart des mecs, ils ont les bracelets aux mains, mais ils rigolent. Ils s'en foutent. Donc, qu'est-ce que vous voulez que ça leur fasse? Le lendemain, ils continuent. Les juges répondent, statistiques à l'appui, qu'il n'y a jamais eu autant de détenus. Ces 20 dernières années, leur nombre a augmenté presque 2 fois plus vite que la population. Parfois, on a envie de se faire justice soi-même, tout simplement. Donc voilà, je récupère le téléphone portable du mec, et les petits téléphones là, prépayés qui se servent pour prévenir de la police. Et ben, par exemple, je le balance dans une bouche d'égout. Voilà, ça c'est le geste. Si je suis filmé à faire ça, ben ma carrière c'est terminé, quoi. Parce que c'est plein de trucs juridiques derrière. On est censé être toujours irréprochable, mais c'est impossible. Ça fait partie, une fois de plus, je dis, du jeu, quoi. Donc voilà. C'est impossible d'être lisse. C'est impossible. C'est pas pour ça qu'on a un mauvais policier ou un mauvais mec. Hein. C'est juste que un avertissement plus un avertissement sans suite, on se fait justice soi-même. J'avais déjà interpellé des individus qui étaient menottés dans mon véhicule et ces individus avaient lancé des projectiles sur des bus de la RATP, sur des véhicules de famille, de particuliers qui se trouvaient dans le secteur. L'individu menotté dans notre véhicule, un collègue ouvre la porte et frappe mon individu. Et là, on réagit tout de suite et dit non, il est sous ma responsabilité, c'est mon interpellé, stop, on va le ramener, il sera certainement placé en garde à vue, mais voilà. Des jeunes flics qui perçoivent les quartiers difficiles comme des zones d'affrontement, des territoires à reconquérir. Le travail de la police en banlieue a été profondément refondé il y a 15 ans. La venue de Nicolas Sarkozy à Toulouse hier n'avait rien d'une visite de courtoisie. Sur 10... En février 2003, le ministre de l'Intérieur met fin à la police de proximité. Le travail de prévention que vous faites est très utile. Mais vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais c'est pas la mission première de la police. La mission première de la police, l'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance. La consigne est claire. La police doit reprendre le contrôle des cités et obtenir des résultats. Chaque service a désormais des objectifs de procès-verbaux et d'interpellation à réaliser, avec prime à la clé. Jusqu'à 41 000 € par an pour un commissaire divisionnaire. Aujourd'hui, on est soumis à une politique du chiffre, même si personne ne veut en parler. Quand j'avais posé la question à un patron s'il préférait faire un mec à 2 kilos de drogue ou 10 mecs à 1 gramme, sa réponse était 10 mecs à 1 gramme. Parce que pour lui, ça fait 10 faits élucidés, 10 interpellations. Donc c'est ce qu'il peut présenter à son directeur et il passe pour un bon commissaire. Maintenant, clairement, pour un policier, c'est beaucoup plus intéressant de faire 2 kilos sur un mec. Mais pour ça demande de la réflexion, ça demande des planques. Ça demande tout un dispositif qui prend du temps. Et puis pour un patron, c'est pas intéressant. Le jeune Sierra a intégré cette culture du résultat, jusqu'à prendre parfois des libertés avec la procédure. Un soir, on contrôle un véhicule. Quand les gens ils sont usagers de cannabis, ça se sent. Il y a toujours une forte odeur dans le véhicule. Du coup, on lui demande ses papiers. On fouille le véhicule. On trouve du stup dans le véhicule. Normalement, on n'a pas le droit de fouiller le véhicule. En fait, pour faire une fouille de véhicule, il faut que ce soit un officier de police judiciaire qui le fasse. Donc, c'est long. Il faudrait l'appeler à chaque fois qu'on contrôle un véhicule et qu'on soupçonne qu'il y a du stup. La nuit, il n'y a pas 40 000 officiers. On n'a pas de temps à perdre. Pour éviter ça, on fait quand même la fouille du véhicule. Nous, sur la procédure, il nous dit qu'il nous a remis spontanément le sachet. Pour que le conducteur ne conteste pas cette version des faits, Sierra et ses collègues allègent le délit.
Du coup, on va le mettre juste en usage de stupéfiants. Et pas en conduite sous l'emprise de stupéfiants. Si on devait se conformer seulement au code pénal, on ferait beaucoup moins d'affaires. Voilà. C'est... comment expliquer une accommodation? S'accommoder pour mieux travailler. On a tous nos péchés. Le mien, c'est d'aller trop vite. Aller trop vite et partout. Mais j'adore. Moi j'adore, c'est rouler vite. Rouler vite, pencher, les virages. C'est là que je prends mon pied. Je me sens vivant, moi. Je ne me vois pas vivre paisiblement, à respecter tout, parce que la loi me le dit. J'ai pas envie de me dire plus tard, merde, qu'est-ce que t'as fait de ta vie, t'as pas profité, t'as pas vécu. Ouais, pour moi, ça fait partie des inégalités tolérées. Faire du chiffre. Pour multiplier les petites affaires, certains flics de terrain usent d'une procédure qui attise les tensions avec les jeunes des cités. Le contrôle d'identité. Chaque contrôle aujourd'hui est compliqué. Aujourd'hui, si on met pied à terre, on descend, on va voir le mec, c'est impossible que ça se passe bien. Les contrôles d'identité sont encadrés par le code de procédure pénale et le code de déontologie des forces de l'ordre. Les jeunes recrues comme Sierra les apprennent à l'école. On nous apprend le positionnement, qu'il faut être courtois. C'est ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire. On nous dit de faire des palpations quand elles sont nécessaires. Et si on sent quelque chose de dur, machin, on dit qu'il faut pas aller le chercher. Il faut lui demander de le sortir d'abord. Sauf si on sent directement que c'est une arme. Si par exemple, ils nous ont présenté une pièce d'identité, on n'a plus le droit de les palper. Pour Sierra, il est nécessaire d'adapter ces règles aux situations particulières du terrain. Quand vous contrôlez, vous êtes dans un quartier, le monsieur ne sait pas forcément faire, il est toujours en train de bouger, il veut pas rester en place, vous passez un peu près de son sexe, il est pas content, donc du coup, ça commence à chauffer un peu. Ma théorie, c'est que je me calque sur l'attitude de l'individu que je contrôle. S'il est courtois, je serai courtois, s'il est con, je serai con. Et tout le monde le sait que je peux être un gros con. De plus qu'on a la loi avec nous, donc on a toujours moyen de trouver une bricole, que ce soit pour taper au portefeuille, ou si un individu, par exemple, il n'a pas sa pièce d'identité, on peut le ramener 4 heures au poste pour une vérification. On peut lui faire perdre sa soirée. C'est pas parce qu'une personne vous insulte, notamment, que vous allez l'insulter. Ça sert à rien, ça. C'est pas parce que cette personne vous en veut et qu'elle est en colère que vous devez aussi vous mettre à son niveau. À un moment, des fois, on en a marre, il y a un jour où on est mal du nez. On me dit enculé de clic. Je lui dis qu'est-ce que toi, enculé, quoi. On est tous un peu primaires, hein, quand même. Hein. Au bout d'un moment, on sature et on est copines. Officiellement, en France, il n'y a aucune statistique sur le nombre et les critères des contrôles d'identité. Mais selon le défenseur des droits, les jeunes hommes d'origine africaine et maghrébine ont 20 fois plus de probabilité de se faire contrôler que le reste de la population. Ouais, mais je comprends tout à fait le malaise qu'ils ont de se faire tout le temps contrôler. Mais moi, il y en a, je contrôle tout le temps, et pourtant, ils continuent à faire des conneries. Voilà, c'est pas parce qu'on connaît les gens qu'ils sont forcément blonds comme neige. Hein.
On se plaint d'un certain racisme dans la police. On se plaint qu'on contrôle toujours les mêmes. Mais je suis désolé, mais moi, depuis que je travaille dans un quartier où majoritairement, il y a des gens issus de l'immigration. Si je ne dois pas contrôler des gens issus de l'immigration, je contrôle qui? Je fais pas mon travail. Et si je fais pas mon travail, la population va me le reprocher. Vous contrôlez des personnes qui on aura le bol de se faire contrôler. Donc au bout d'un moment, elles sont tendues. Là-dessus, vous rajoutez des fonctionnaires de police qui veulent mener à bien leur contrôle et qui, en fonction de tel ou tel événement, peut avoir une certaine tension. Vous avez 2 zones de tension. Au bout d'un moment, ça va faire un clash. 4 policiers ont été placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés de viol en Réunion. Les faits se seraient déroulés jeudi lors d'un contrôle dans la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Les précisions Hakim Abdelkalek, Adrien Acco. Théo, un jeune footballeur de 22 ans, est hospitalisé ici dans la région parisienne depuis sa violente interpellation. Il est 17h jeudi soir quand 4 policiers l'appréhendent après une altercation dans la cité de la Rose des Vents à Aulnay-sous-Bois. Que s'est-il passé ensuite? La famille accuse les 4 policiers d'avoir violé Théo à l'aide d'une matraque. Les 4 policiers qui nient totalement le viol en Réunion sont toujours entendus par la police des polices. Suite à cette blessure, Théo est opéré. Il passe 2 semaines à l'hôpital et se voit prescrire 60 jours d'ITT. Le contrôle de Théo Luaka devient l'affaire Théo. Des émeutes éclatent dans plusieurs banlieues de Paris et de province. 245 personnes interpellées en 10 jours. La police dans son ensemble est mise en accusation. On ne peut pas défendre l'indéfendable, mais toujours est-il que pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est ça qui est dur à gérer, autant pour nos collègues qui sont mis en cause, que pour les jeunes qui demandent des réponses. Donc, en attendant que la vérité soit enfin dévoilée, les tensions persistent. En Seine-Saint-Denis, la tension ne redescend pas. 5 jours après le contrôle de Théo, l'unité d'Oscar est appelée en renfort pour calmer le jeu. Lors d'un contrôle de jeunes individus dans un hall d'immeuble, une mère de famille ayant entendu le bruit suite à l'intervention était descendue pour prendre des nouvelles de son fils qui était en train de se faire contrôler. Là, certains des collègues locaux l'ont repoussé en lui disant « rentrez chez vous, vous n'avez rien à faire, machin truc », de manière assez vive, alors que cette personne, à la base, n'agressait personne, elle voulait juste savoir ce qui se passait. Je regardais un peu cette scène qui, à un moment, est devenue un peu surréaliste. Je leur ai dit « mais attendez, là, on va se calmer. Cette mère demande juste ce qui se passe. » Donc on explique à cette dame calmement qu'on est en train de procéder à un contrôle, qu'à l'issue, son fils, s'il n'y a rien, pourra rentrer chez lui, et que tout se passe bien, qu'il ne faut pas rajouter de l'excitation. Et puis, pas forcément voir que des territoires de délinquance. Il y a aussi des gens qui vivent dans ces secteurs et qui ne demandent rien à personne, qui demandent juste à vivre en paix. Donc c'est pas parce que c'est une personne jeune, de telle ou telle couleur, de telle ou telle origine, que c'est forcément un ennemi, loin de là. Pour l'instant, parmi les 4 policiers qui ont contrôlé Théo, 1 est mis en examen pour viol, les 3 autres pour violence. En France, il n'existe aucun chiffre officiel sur les violences policières. En revanche, le ministère de l'Intérieur comptabilise les policiers blessés. Une dizaine d'individus, cagoulés, s'en sont pris à des policiers qui se trouvaient dans leur véhicule. Ils ont cassé les vitres des 2 véhicules qui étaient présents, avec 2 fonctionnaires dedans, dans chaque véhicule. Ils ont projeté des cocktails Molotov à l'intérieur et il semblerait, sur les éléments que j'ai, d'après les éléments que j'ai, il semblerait qu'ils aient tenté de bloquer la sortie de mes collègues en bloquant les portières. Là, le fait de vous attaquer alors que vous êtes en point fixe, avec des cocktails Molotov et de bloquer les portes, là, on a franchi une étape qui fait peur, qui laisse songeur. Finalement, les 4 agents ont réussi à s'extirper de l'habitacle. Ils sont tous blessés, mais 2 très grièvement, brûlés au niveau des bras et des mains.
Lorsqu'ils ont été pris à partie, ces policiers étaient en train de patrouiller dans la Grande Borne, un quartier réputé sensible. Ils étaient sur zone pour protéger une caméra de vidéosurveillance installée récemment au niveau d'un feu rouge où sévissent régulièrement plusieurs délinquants. C'était 4 collègues que je connaissais qui étaient en point fixe à côté d'une caméra. Et je vois pas l'intérêt de rester en point fixe 8 heures à côté d'une caméra. C'est plus dangereux pour eux-mêmes en fait, parce qu'on est en infériorité numérique face à des mecs déterminés qui sont là pour en découdre. J'ai eu un sentiment de colère, de stupéfaction, surtout que quelques jours avant, j'étais déployé avec mon unité sur ce secteur en sécurisation de cette fameuse caméra. Et on était aussi là pour protéger nos collègues locaux qui, eux, étaient au plus près de la caméra. Sentiment de colère, que les choses n'ont pas été faites comme elles auraient dû être faites. C'est quand même 4 vies, quoi. C'est des mères de famille, c'est des pères de famille, c'est des frères, c'est des sœurs qu'on voit brûler. Alors une fois de plus, la population a soutenu et s'est sentie policier l'espace de 48 heures. Ça crée une certaine émotion dans les foyers, mais à côté de ça, rien ne change, quoi. Rien ne change, on n'est pas formé à se faire brûler la gueule, hein, je suis désolé, mais 2000 € par mois pour se faire brûler la gueule, ou se faire tirer dessus, ou tirer sur quelqu'un, moi je laisse ça à quelqu'un d'autre. Hein. Cette attaque fait basculer les policiers de la grogne à la colère. Le 17 octobre 2016, plus de 500 d'entre eux bravent leur devoir de réserve pour crier leur ras-le-bol. Ils marchent sur l'Élysée. C'est un sacrifice d'avoir quitté ses amis, ses proches, sa famille, et de tout mettre à plat pour cette passion qui, au final, se détériore petit à petit. Il y a un moment, on se réveille, on se dit bon bah, la trentaine est passée, je vis dans un clapier à lapin, je mets un tiers de mon salaire là-dedans. On voit ses amis autour de soi qui ont construit une famille. Bon, moi je me dis, est-ce que je me suis pas trompé, quoi? Est-ce que je me suis pas trompé? Ces policiers défilent contre le manque de moyens, l'épuisement. Plus inhabituel, ils dénoncent la violence dont ils sont les victimes. Les collègues qui brûlent dans des voitures, les flics attaqués dans les mouvements sociaux du printemps 2016.